Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 10. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire le vendredi, c'est Secrets de femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible, un sujet qui peut être parfois tabou, mais en tout cas, notre invitée du jour a accepté d'être présente avec nous sur le plateau. J'espère que vous également, vous serez au rendez-vous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette saison. Vous êtes bien en direct télé, en direct Facebook. En avril 2011, Freddy Fleurival, âgé de 25 ans, est tué à Pointe-à-Pitre par arme blanche. Le 20 janvier 2014 s'est tenu son procès. Son meurtrier, âgé de 37 ans lors des faits, a écopé d'une peine de 16 ans de réclusion. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau sa sœur, Flora Fleurival, qui a accepté de revenir sur cet événement majeur et grave dans la vie d'un individu et surtout dans un contexte familial. Meurtre et deuil vécu dans un contexte familial. Nous recevons aujourd'hui Flora Fleurival. Merci beaucoup, Flora, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'aborder un sujet, comme je l'ai dit en début, sensible, délicat. 11 ans déjà. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de revenir sur ce sujet? Alors, bonsoir. Revenir après 11 ans parce que le processus de deuil a été assez long pour moi et ma famille notamment, d'autant plus que mon frère était le seul garçon. Donc, il a fallu qu'on prenne le temps, que je prenne le temps pour digérer son décès, même 11 ans après. Je pense que même 20 ans après, on ne digère pas. C'est quelque chose d'assez difficile et surtout pour qu'il reste en mémoire. Parce que malheureusement, on a tendance à oublier les gens. C'était pas une mauvaise personne, donc j'ai vraiment envie que les gens apprennent à le connaître déjà d'une, même s'il n'est plus là, et que certaines personnes sachent ce que c'est que perdre quelqu'un et vivre avec cette absence. Voilà. Vivre après cette absence et surtout se reconstruire après le deuil, puisque c'est important. On dit souvent qu'un deuil entraîne des répercussions qui sont importantes sur les différentes sphères de vie des personnes. Voir la mort, emporter l'un des siens, ce sont des expériences qui sont difficiles. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Le contexte dans lequel ton frère est décédé, le contexte dans lequel vous vous êtes reconstruit en tant que famille et surtout en tant que sœur aussi, sœur aînée qui a vécu ce drame. Mais comment tu fais, comment tu as fait et comment tu fais encore aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut déjà présenter qui était Freddy? Alors, Freddy était le deuxième de la fratrie, donc mon petit frère, on avait 3 ans d'écart. Dans la vie, il était soudeur en métallurgie. Il aimait la vie, il aimait ses sœurs, il aimait sa maman, il aimait sa famille. C'était quelqu'un de très, très généreux, mais vraiment généreux, qui avait le cœur sur la main. C'était un jeune homme rempli d'ambition, qui avait envie de faire plaisir à son papa, à sa maman aussi, mais surtout à son père, puisque, comme je l'ai dit, c'était le seul garçon de la famille. Il avait une nièce aussi à l'époque, avant son décès, qui avait 2 ans et demi quand il est décédé. Donc, c'était vraiment un garçon rempli de vie, rempli d'idées, qui avait la joie de vivre, en fait, qui aimait la vie. Voilà, je vais dire, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les autres, qui aimait les gens, qui aimait s'amuser. Enfin, un jeune de 25 ans. Pleine de vie. Pleine de vie. Voilà. Une fratrie de 4. Fratrie de 4. Voilà. À cette époque, tu es l'aînée. Je suis l'aînée. Donc ensuite venait mon frère, on avait 3 ans d'écart, ma sœur Fanny et la dernière Félie. Voilà. Une famille, on peut dire, complice, soudée? Alors, plus que soudée même, je vais dire. Non, on est vraiment une famille très très complice, très soudée, très unie, très solidaire. En fait, une famille aimante, une famille... J'allais dire une famille ordinaire, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas qu'une famille ordinaire. On est vraiment, mais vraiment complices. Comme je dis, j'appelle ma mère tous les jours. Mon père me le reproche d'ailleurs. J'appelle ma mère tous les jours parce que c'est important pour moi de garder ce lien. Mes sœurs et moi sommes devenues encore plus proches, à savoir que je peux être la mère de ma dernière petite sœur parce qu'on a quand même quasiment 16 ans d'écart.
Mais c'est vraiment le côté... on est vraiment une famille proche, vraiment une famille unie, soudée. On est vraiment une famille aimante. On est voilà, une famille antillaise, remplie de joie. Voilà. Même si on a vécu quelque chose d'assez tragique, d'assez dramatique, ça n'a pas empêché qu'on garde ce lien et qu'au contraire, qu'on le renforce. Tout à fait. Parce que dans certaines familles, quand il y a un deuil, quand il y a un décès, malheureusement, les gens se déchirent entre eux. Mais là, ça a renforcé les liens qu'on avait déjà, mais ça les a renforcés encore plus. Donc là, pour pouvoir désolidariser ce lien, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut revenir sur le jour du meurtre? Parce qu'on le dit, c'est un meurtre. Oui, alors... Ton frère a été tué. Mon frère a été tué à la rue Frébeau le 15 avril 2011 à 17h. Donc, il s'est fait aborder par un jeune homme qui voulait qu'il lui paye une bière et mon frère a refusé. Donc, ils se sont disputés, ils se sont battus. Après que mon frère ait arraché 2 toilox de ce jeune homme, il est parti voler un couteau dans une épicerie qui était champ chinois ou je ne sais plus quoi, qui était à côté. Et il a proféré ces mots, il a dit « Ketchuyeo ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc on peut parler d'assassinat finalement? On peut parler d'assassinat, oui. Mais vous savez, quel que soit le terme employé, mon frère a pris perpétuité. Ça, je le dis tout le temps. Il a pris perpétuité parce qu'il n'a pas eu cette chance de pouvoir se défendre encore une fois, de pouvoir désarmer cette personne une seconde fois parce qu'il avait déjà désarmé une première fois. Donc, il n'a pas eu cette chance et voilà. Donc, à 17h, à 17h30, je reçois l'appel de mon père qui me dit Flora, il faut que tu rentres parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. À ce moment-là, tu es où? Alors, à ce moment-là, je suis au travail. Donc, à l'époque, je travaillais à l'aéroport. J'étais libraire à l'aéroport. Donc, à ce moment-là, je suis au travail. Donc, mon père m'appelle une première fois. Il me dit, bon, il faut que tu rentres, il s'est passé quelque chose de grave. Il me demande le numéro de ma tante, puisque ma mère était partie récupérer ma fille chez ma tante qui la gardait. Et je ne sais pas, j'ai eu, j'ai eu un pressentiment, parce que j'avais déjà eu un petit écho au départ. De cette affaire. Passé, voilà, sans savoir qui c'était. Sans savoir qu'il s'était passé quelque chose à la rue Frébeau. Je savais que mon frère y allait parce qu'il distribuait aussi à l'époque des prospectus, des flyers. Ouais. Donc, du coup, je ne sais pas, j'ai eu, c'est peut-être le côté fraternel, hein, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, voilà, c'est passé en moi. Donc, il me dit, il faut que tu rentres, voilà. Donc, je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Et il n'arrive pas à prononcer le mot, quoi. Ton frère est décédé. Donc, je lui demande, est-ce que c'est Freddy? Et il me dit, il s'est passé quelque chose de grave, il faut que tu rentres. Voilà. Donc, jusque-là, je garde encore les pieds sur terre parce que je me dis, bon, il ne m'a rien dit, donc je ne peux pas avoir la certitude qu'il se soit vraiment passé quelque chose et que ce soit vraiment mon frère. Donc, à savoir qu'il y a la police aux frontières juste en face. Donc, j'y vais. Et je leur demande, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Pointe-à-Pitre? Alors, malchance, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai eu 2 voisins qui avaient commis un méfait. Et on me dit, oui, il y a 2 jeunes de ton quartier. Enfin, il s'est passé un truc, des jeunes de ton quartier. Donc, voilà. Donc, je décide d'appeler quelqu'un d'autre de la famille qui est aussi policier et qui me dit, oui, effectivement, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc là, à ce moment-là, tu n'as pas envie d'attendre. Tu as ce besoin d'aller vers cette nouvelle. À ce moment-là, je ne peux pas attendre parce que le pressentiment est tellement fort que je suis persuadée Non, mon père ne m'aurait pas appelé à 17h30 me dit il faut que tu rentres, c'est grave. Donc au final, j'ai la certitude que c'est exactement ce qui s'est passé, que mon frère est décédé. Donc à savoir comment j'ai fait, il a fallu que je ferme la boutique. J'ai appelé une copine puisque je n'étais pas en état de conduire, puisque on avait récupéré les clés de ma voiture, que je ne prenne pas le volant, puisque je n'étais pas dans un état euphorique, mais j'ai ressenti comme un vide et en même temps comme une force. Donc, je me suis quand même rendue à la pharmacie. Alors, tu passes en mode automatique? Je passe vraiment en mode automatique. Ouais. Je pars à la pharmacie parce que les policiers m'y accompagnent. Au final, ils me disent, va voir le médecin. Enfin, tu peux pas partir comme ça. Donc, je leur dis non. J'ai appelé ma copine. Elle vient me chercher. Je pars à la pharmacie et je demande de l'eau de mélisse. Alors, pourquoi? Je ne sais pas.
Donc, ma copine vient me chercher et je pense que j'ai choisi la bonne personne. Elle vient me récupérer et puis bon là, je commence à me remettre en mode grande sœur, sœur aînée et je commence à appeler les gens, à appeler les membres de ma famille, leur dire voilà, il s'est passé quelque chose, Freddy est mort. Donc, j'appelle mon cousin, j'appelle un peu tout le monde. Donc, à ce moment-là, moi, j'arrive chez mes parents une bonne demi-heure après. J'ai des œillères. Je ne vois plus personne. Il y a du monde autour de moi. Il y a déjà du monde qui a été alerté par l'information, par la nouvelle. Parce que, à savoir que ça a fait quand même... ça s'est passé à la rue Frébourg à 17h en vendredi. Donc, forcément, il y avait de l'affluence. Donc, les gens, ils ont su rapidement. Il y avait des témoins? Il y avait des témoins. Malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont filmé, qui n'ont pas... Donc, à cette époque, il y avait déjà on avait déjà ce réflexe de filmer les scènes, etc. Exactement. Okay. Après, ça c'est devenu malheureusement un réflexe qui peut servir, qui peut ne pas servir aussi. Voilà. Puisque bon, c'est quand même des familles qui voient ce avant genre même de parfois d'avoir eu la nouvelle, etc. Voilà. C'est pas facile. Très dramatique. C'est pas facile du tout de revoir les images. Personnellement, je n'ai pas voulu revoir les images. Je sais que mes deux petites sœurs, elles ont vu les images. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu assister à cette bagarre. Franchement, je n'ai pas voulu. Donc, du coup, je pars chez mes parents. Donc, j'ai mes œillères. Je vais directement dans la chambre où se trouve ma mère. J'ai une tante à son chevet. Mon père, il est là physiquement, mais psychologiquement, on sent qu'il est perdu. Ma grand-mère, à l'époque, qui avait 80 ans, elle aussi, il fallait la gérer. Et je m'aperçois que quand j'arrive, donc je donne à ma mère l'eau de Mélisse, et je m'aperçois qu'il manque une sœur. Donc, j'ai une sœur à l'époque qui avait 18 ans, qui sort de l'école, qui n'est pas encore rentrée. Donc, la petite de 12 ans à l'époque est déjà arrivée, mais celle de 18 ans n'est pas encore rentrée. Donc, elle n'est pas du tout au courant. Et là, il faut lui annoncer la nouvelle. Donc, je regarde ma mère, je regarde mon père. C'est qui s'en charge? Forcément, celle qui va s'en charger, ça va être moi. Pourquoi tu dis forcément? Tu as senti que tes parents ne forcément, pas? Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu ce caractère un peu... L'aînée, la grande sœur. L'aînée, la grande sœur, un caractère un peu autoritaire, un peu jock, comme on dit en créole, toujours caminé, toujours devant. C'est le fait d'être aînée, d'être la plus grande, moi, je me suis sentie... Pour moi, c'était un devoir. Responsabilité. Voilà, c'était une certaine responsabilité aussi à avoir. Et puisque bon, j'étais déjà maman à l'époque, ma fille avait 2 ans et demi, ma première avait 2 ans et demi, et je n'avais pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise, parce que ma mère n'était pas en état. Mon père, je ne sais pas s'il aurait pu lui dire, parce qu'il n'a pas su me le dire. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse le dire à ma soeur à l'époque. Donc quand ma soeur est arrivée, elle s'est demandé pourquoi il y avait autant de monde chez moi, chez mes parents. Première réaction, à savoir qu'on aime inviter, hein, donc il y a toujours du monde chez mes parents. Et là, on sentait peut-être l'atmosphère aussi. Hein. Oui, mais elle n'était pas sûre, elle n'avait pas ça en tête. Parce que, tu sais, tu pars de l'école le matin, à 17h30, 18h, tu rentres, je sais pas, c'est pas la première idée qui te vient à l'esprit. Donc, voilà, donc je lui ai annoncé la nouvelle, je lui ai annoncé que, voilà, que c'était fini, hein, on n'était plus 4, mais 3. Même si, quand on me demande jusqu'à maintenant combien de frères et sœurs que j'ai, je dis qu'on est 4. Parce que malgré le fait qu'il ne soit pas là, voilà, physiquement, mais c'est quelqu'un, il est encore là et il sera toujours là. Il sera toujours présent dans nos esprits à la maison, les photos, il est toujours là. Sa place, c'est toujours là. Ça, c'est... Voilà. Donc, pour revenir un peu sur les faits, donc, à savoir que cette personne est partie, hein, après la bagarre. Il est parti se cacher, donc il s'est rendu le lendemain. Tout de suite, vous avez su, qui c'était? Alors oui, on a su qui c'était, mais on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas le dire parce que, bon, forcément, hein, on connaît du monde. On connaît du monde et les gens, les témoins, les gens qui ont vu ce qui s'est passé, qui connaissaient cette personne, à savoir qui était sous... qui avait un bracelet... Non, il n'avait pas de bracelet électronique, il était sous surveillance. Voilà. C'est quelqu'un qui avait déjà connu, fait des choses pas très catholiques. Donc, il y avait quand même une certaine surveillance. Donc, on savait c'était qui. Il fallait juste le trouver. Voilà. Donc, il s'est rendu de lui-même le lendemain. Ça, c'est le lendemain, il se rend. Il se rend le lendemain.
Et nous, ben, du coup, entre l'annonce qui s'est rendue, lui, et le jour du décès, donc entre le vendredi et le samedi, c'était l'angoisse, en fait. Comment vous vivez ça? Alors, le plus difficile, c'est de rentrer dans sa chambre et de ne pas le voir. D'attendre, parce que mon frère avait l'habitude de rentrer à 18h30, 18h30 du travail, et voir ma mère l'attendre. Ça, je pense que c'est la chose la plus... étant maman, maintenant, et même pendant... même il y a 11 ans, j'étais déjà maman, l'attente. Parce qu'à ce moment-là, c'est dit, mais on n'a pas forcément envie d'y croire, c'est ça? On n'y croit pas. On n'y croit C'est pas. même pas qu'on n'a pas forcément envie d'y croire, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on se dit, bon, c'est peut-être un mauvais rêve, on va se réveiller, demain il va revenir. Et, non, bien, il a juste un peu de retard, mais il revient dans un instant à l'autre. Donc, on se rattache à ça. Alors, on se rattache à ça, mais on sait pertinemment qu'il ne reviendra pas. Donc, ce fameux vendredi soir, il a fallu que je parte avec mes parents, puisque ben, forcément, après ce type d'annonce, ben, la tension commence à monter, les nerfs commencent à flancher. Et puis même derrière, je me dis, ben, il va falloir organiser les funérailles. Parce que j'étais déjà... Alors, j'y pense tout de suite, oui, parce que c'est la réalité des choses. On ne va pas le laisser à la morgue. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, parce que je me suis mise à la place de mes parents, parce que, comme je te dis, j'étais déjà maman. Et de toutes les façons, il fallait qu'on enterre mon frère. Il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait que quelqu'un s'y mette. Donc, spontanément, ben, le lendemain, on est revenu. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mon père qui commence à appeler les assurances, qui reprend un petit peu de ses esprits, mais on sent qu'il se dit, ben, je vais enterrer mon fils, quoi. En général, on dit toujours que les parents enterrent les enfants enterrent leurs parents et pas l'inverse. Pas l'inverse, voilà. Donc, on a eu du monde qui nous ont soutenus, heureusement, qui nous ont aiguillés, qui m'ont aiguillé aussi, qui m'ont aidé, les membres de la famille, les amis proches, les amis de la famille, voilà. Et pour moi, c'était les 5 jours les plus difficiles, parce qu'il faut savoir qu'il devait y avoir l'autopsie, forcément, puisque mon frère est mort sur la voie publique par agression arme blanche. Donc, on ne pouvait pas... il fallait attendre. Il fallait attendre pour l'autopsie. Il est décédé 1 semaine avant la semaine sainte. Donc, il fallait qu'on fasse vite, parce que mon père, cette attente-là, il ne pouvait pas la supporter. Parce que sinon, on revenait sur... on l'enterrait 15 jours après. Donc, il a fallu qu'on fasse quand même les démarches assez rapidement. Et qu'on commence cette phase de deuil. La phase la plus difficile, je pense, pour un parent, pour des sœurs, pour une famille unie. D'autant plus que, comme je dis, c'était le seul garçon, donc... il avait quand même sa place. Il avait pas sa place, il avait son trône. C'est pas pareil. Il avait son trône parce que c'était vraiment quelqu'un de... C'était vraiment quelqu'un de... Comment je dirais? Il avait sa place. Non, c'est ça. C'était le roi. Enfin, nous... D'ailleurs, quand il rentrait à la maison, il disait toujours « boss là rentré ». C'était voilà, c'est le boss est rentré, bah il est quoi. C'était comme c'était ces petites phrases. Donc c'est pour te dire la joie de vivre qu'il avait et comment le personnage qu'il était. Voilà, c'est surtout ça en fait. Donc ben, malheureusement, il fallait qu'on enterre le roi. Il fallait qu'on enterre et qu'on passe à cette phase de deuil. Comment s'est passé l'enterrement? Alors, c'est très difficile. Et je te dirais même que c'est pas l'enterrement qui a été difficile. C'est la veillée. La veillée a été extrêmement difficile. Pour la simple et bonne raison que... À l'époque, puisque maintenant les choses ont évolué, voilà. À l'époque de la veillée, on était encore... le rassemblement... je vais te dire une petite anecdote. Mon frère passait en voiture une fois avec ma mère et il a dit à ma mère, non pas avec ma mère, avec une de ses amies, et il lui a dit, si je meurs, je veux être là, dans ce pompe funèbre-là. Okay. À 24 ans, 25 ans, c'est pas, on n'y pense pas, tu vois. Est-ce qu'il avait déjà ce pressentiment que sa vie allait être écourtée? Je ne sais pas.
En tout cas, il a fait savoir. En tout cas, voilà, il a fait savoir. C'est une volonté que vous avez respectée. Absolument, absolument. Donc, c'est une volonté qu'on a respectée. Et la veillée, pour moi, c'était l'une des choses la plus difficiles. De voir qu'il a pu réunir autant de personnes, autant de proches, mais autant de personnes qu'on ne connaissait pas. Aussi. Qui ont été touchées par cette histoire? Qui ont été très touchées. Moi, je me souviens d'une petite dame, d'ailleurs. J'espère qu'elle regarde l'émission. Je ne sais pas comment elle s'appelle, puisque bon, j'étais dans un état, voilà, qui m'a demandé. Elle est venue vers moi et m'a dit, vous êtes là, sœur du défunt? Je dis oui. Bon, après, on se ressemble beaucoup, hein, mon frère et moi. Vous êtes là, sœur du défunt? Oui. Je voudrais voir sa mère. Donc, je l'emmène. Je lui demande qui elle est. Elle me dit non, mais elle ne me connaît pas. Et cette dame s'approche de ma mère, s'assied à côté de ma mère. Elle passe la soirée avec ma mère et au final, je lui dis, mais vous êtes qui? Elle me dit, j'ai un seul garçon. Il est militaire. Je le vois tous les 4 ans. J'ai eu l'impression de perdre mon fils. Je ressens cette douleur. Et la dame est là. Moi, c'est vraiment la chose. J'étais très émue, mais vraiment très émue. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, comme quoi, on n'était pas seul face à ce deuil et face à cette perte. Et ça, c'est... La veillée, pour moi, c'est vraiment quelque chose enfin, je ne peux pas dire qui a pris un sens, mais qui nous a aidés à aborder, justement, ce cheminement de deuil. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc, la veillée fut très longue, puisque, bon, on est une grande famille, on connaît beaucoup de monde, une famille un petit peu connue, enfin, bien connue aux abîmes. Ensuite est venu l'enterrement. Là, le dernier, l'adieu, en fait, le revoir, l'adieu. Et vous y avez tous assisté? Oui, tout le monde était présent. La seule personne qui n'était pas présente, c'est un cousin qui n'a pas, je pense qu'il ne le dira jamais, je ne citerai pas son nom, je ne vais pas l'embarrasser, mais qui n'a pas voulu être présent parce que c'était trop difficile pour lui. Et je me souviens, 2 heures avant l'enterrement, je lui ai dit... J'ai une boule. Ça fait 5 jours que je suis en mode robot. Je suis moi, mais sans être moi. Je sais que je fais des choses, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai cette espèce de boule et j'ai envie de crier. Il me dit, mais écoute, mes parents habitent à la campagne. Monte sur le monde et va crier. Je monte, il n'y a rien qui sort. Je n'arrivais plus à crier. Il n'y a rien qui sortait, en fait. Et donc, c'est la seule personne qui n'a pas assisté à l'enterrement parce que je pense que pour lui aussi, un seul garçon, c'est le seul garçon de sa fratrie. Et je pense que pour lui, c'était difficile parce que mon frère et lui, ils se considéraient beaucoup, ils faisaient des petits jobs ensemble, ils travaillaient ensemble, ils avaient un écart d'âge, même si l'écart d'âge était assez grand, mais ils avaient leur complicité aussi. Donc, c'est la seule personne qui n'a pas assisté à l'enterrement. Et autre chose qui m'a beaucoup émue, c'est que tous les amis de mon frère ont tenu à porter le cercueil. Mon frère est enterré à Morne-à-l'Eau. Donc, il y a 2 entrées à Morne-à-l'Eau. Nous sommes dans l'entrée derrière. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le cortège funéraire est parti. Ils sont partis, ils ont fait le tour, quoi. Et tous les amis ont tenu. Il n'y a pas je n'ai pas le souvenir d'un qui n'ait pas porté ce cercueil parce qu'ils voulaient vraiment lui rendre un dernier hommage, être avec lui peut-être une dernière fois ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tous... moi, c'est quelque chose qui me marque. Il y a des choses, il y a des événements comme ça, il y a des petites choses comme ça qui restent gravées. Ouais. Je ne saurais pas te dire qui a porté le cercueil, mais je sais que tous ses amis l'ont porté. Voilà. Je sais qu'ils étaient tous présents, ils ont tous soutenu. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est... Ça aussi, ça fait partie du processus de deuil parce qu'on se dit, bon, on n'est pas tout seul. Ouais. J'espère qu'on ne le sera pas, puisque malgré 11 ans, on a quand même... Il y a des gens qui sont plus aussi présents parce qu'ils se disent, bon, tout va bien, voilà. Mais on a quand même des fois besoin de ce petit soutien, voilà, on a besoin de ça, en fait. Ce coup de pouce. Ouais. C'est dur de se reconstruire après?
individuellement, mais collectivement aussi, puisque là, on parle d'un deuil qui intervient dans un contexte familial. Donc, se reconstruire soi-même, se reconstruire aussi au sein de sa famille, retrouver aussi sa place. On est l'aîné, le frère est parti. Comment on arrive à se réorganiser, Alors, c'est assez repartir? difficile. Mhm. C'est très, très difficile de repartir puisque on doit vivre avec une absence, hein. Ça, c'est clair et net. On doit vivre dans l'acceptation parce qu'on doit accepter qu'il n'est plus là. Moi, la seule chose, comme je dis, que je n'ai pas accepté, c'est ça, la façon dont il est parti. Mhm. J'accepte son deuil, j'accepte son décès, pardon, parce qu'il n'est plus là. Dans le sens. Voilà, mais me concernant, j'ai eu vraiment du mal. J'ai eu vraiment du mal parce que au bout d'un moment, ben, il a fallu que je redescende. Il a fallu que la pression redescende, que je relâche tout. Donc, j'ai malheureusement relâché les choses. Ben, c'est mon corps qui a suivi. C'est mon corps qui a suivi puisque j'ai développé un syndrome qu'on appelle le syndrome de la fibromyalgie. Et en fait, c'est mon corps qui a réagi par rapport à mon état psychologique. Combien de temps après ce syndrome s'est développé chez toi, Flora? Alors, il s'est développé, on va dire, assez rapidement, sauf qu'on a pris du temps à le diagnostiquer. Au début, comment Au début, les premiers... alors, au début, j'avais de grandes signes. fatigues. Ouais. J'avais des signes de dépression. Je ne dormais pas. Je dormais très peu. Toujours dans le speed, toujours... et puis, toujours à vouloir contrôler certaines choses parce que je n'arrivais pas à lâcher prise. Donc, mon corps a réagi. Tout ça. Voilà. Il a somatisé, mais il a surtout réagi. Donc, j'ai commencé à avoir des douleurs. Je commençais à avoir des douleurs au cou, au genou, à la tête. Donc, je me suis dit que c'était peut-être dû à mon ancien travail, puisque j'étais libraire à l'époque. Donc, jusque-là, tu ne mets pas forcément Non. de lien entre tes syndromes et la perte douloureuse, finalement, que tu viens de subir. Alors, je ne peux pas en mettre, puisque mon cerveau est encore sur pause. Hein. Mon esprit est encore sur pause. Moi, je me dis, bon, ben, j'ai juste mal. C'est juste une douleur, en fait. Ça va passer. Donc, s'ensuit les rendez-vous chez le médecin où j'y vais souvent. Le médecin me dit, oui, mais tu viens souvent. On me donne des médicaments, ça passe pas. Je ne dors pas la nuit. Je suis très, très, très souvent sous tension. Je commence à avoir des douleurs. Donc, je change de métier. Je me reconvertis après quelques temps. Mais les douleurs persistent. Donc là, je vais vraiment consulter un professionnel, je vais consulter un rhumatologue. Et là, il commence à me poser des questions. Il me dit, oui, mais ton nom me parle. Et comme c'est un rhumato qui est à la rue Frébeau, donc il avait eu écho de cette histoire. Donc moi, je fais des examens. Donc ça se passe. Les premiers examens que je commence à faire, je les fais au bout de 4 ans après le décès de mon frère. Donc entre le décès, il est passé 4 ans. 4 ans où je me réveille comme une mamie le matin, j'ai mal, où j'ai toujours envie de dormir, en même temps je suis hyper active, donc voilà. Et donc il commence à me parler de fibromyalgie. Donc il me dit, écoute, ça ressemble à ça par rapport à ce que tu as vécu. Tu as quand même eu un choc émotionnel assez difficile, très très violent. Il a fallu que tu gères beaucoup de choses, même si en amont, on a quand même eu un suivi, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même eu un suivi avec un psychologue, un thérapeute familial. Ça, c'est pas suffisant, hein, puisque 1 an... C'est 1 an de suivi? C'est 1 an de suivi que nous accorde l'État. Alors, c'est un suivi qui est individuel, chaque personne, individuellement, ou c'est un suivi qui se fait dans le contexte familial avec toute la famille? Alors, c'est un suivi familial. C'est un suivi familial avec les parents et les enfants. D'accord. Et les petits-enfants, s'il y en a. Donc, ma fille aussi, ma fille, elle a pu s'exprimer. OK. Dire, voilà. Et c'est un suivi qui, oui, 1 an, pas suffisant. La preuve, hein, puisque il a fallu 11 ans pour moi pour que je puisse comprendre certaines choses, accepter d'autres choses. Et mais tu disais 4 ans avec oui, des voilà, symptômes. Hein, 4 ans avec des symptômes qu'on ne comprend pas, hein, qu'on comprend pas. Et puis, moi, je ne voulais pas, je suis pas du genre à me plaindre. Donc, je ne voulais pas rajouter une couche. J'ai perdu mon frère et puis peut-être que moi, j'ai quelque chose. Je ne voulais pas inquiéter mes parents. En tout cas, je ne voulais pas inquiéter ma maman. Ça, c'est sûr.
Donc, j'ai continué à faire mes examens, j'ai continué à, voilà, à faire tout ce qu'il fallait, à faire la batterie d'examen. Et il y a 4 ans, où j'ai été diagnostiquée fibromyalgique, mais vraiment, là, il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, c'est reconnu. C'est reconnu. Alors, c'est un syndrome, c'est pas une maladie. Donc, c'est reconnu par le médecin, mais que par le médecin, quoi. Donc, après, je dois vivre avec. Et il faut savoir que c'est une maladie dite chez certains médecins psychosomatiques. C'est-à-dire qu'on pense que c'est dans la tête qu'on n'a pas de douleur, mais on a de vraies douleurs. C'est le mental qui... Voilà, c'est le mental qui joue. Ça, c'est un peu difficile aussi de l'entendre. C'est difficile de l'entendre, mais au final, ce n'est pas qu'une idée reçue. Parce qu'effectivement, tant que le mental ne va pas, le corps ne suit pas. Moi, tant que tout se passait bien, que je ne pensais pas trop à mon frère, je n'avais aucune douleur. Mais à partir du moment où il y avait les dates d'anniversaire, des dates clés. Voilà, des dates clés. Son anniversaire, le 14 mars, l'anniversaire de son décès, le 15 avril, les fêtes de Noël, les fêtes des mères. Tu vois, il y a tout ça qui fait que je me renfermais un peu dans ma bulle et je recommençais à avoir ces fameuses douleurs. Donc, il m'a fallu un certain nombre d'années pour pouvoir faire avec. Moi, je dis faire avec. Je dis faire avec parce que j'aurai toujours cette douleur. C'est une douleur qui ne se guérit pas, ce syndrome ça ne se guérit pas. On va dire oui et non. Tant qu'on a des activités physiques, tant on fait de la kiné. Moi, j'ai de la chance de travailler dans un cabinet de kiné. Donc, je fais de la kiné 1 fois par semaine. Je fais des activités physiques et sportives régulièrement pour ne pas avoir ce mal. Puisqu'en fait, on ne sait pas trop si ce sont des douleurs liées aux articulations ou aux muscles. Même si c'est une maladie. C'est vrai que c'est une maladie qui ne se voit pas. Parce que les gens qui me connaissent me disent « Ouais, mais bon, là, il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir ce que j'ai. » Parce que je ne le dis pas spécialement. Puisque c'est tellement peu connu. Et les gens qui me voient m'amuser, danser, sauter, faire mon sport, ils ne vont pas penser que derrière, il y a une douleur physique. Et que par moment, je ne peux pas me réveiller le matin. Par moment, j'ai vraiment mal, quoi. Mais comme je dis, je vis avec. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre avec. Que de vivre avec. Et de mettre en place aussi les mécanismes pour... Et d'en parler aussi. Aller. En parler, ça te fait du bien? En parler, ça me fait du bien dans la mesure où il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi. On parle beaucoup d'endométriose, par exemple. On va parler de d'autres maladies beaucoup plus connues ou d'autres syndromes beaucoup plus connus. Et ça, c'est un syndrome que je pense que nous sommes très nombreuses. Et notamment, c'est plus une maladie, un syndrome de femmes que d'hommes. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à mettre des mots sur les mots. Voilà. Et qui ne savent pas ce qu'elles ont. Et moi, quand j'en parle, ils me disent « Ouais, mais tu sais, je vais peut-être consulter moi aussi. J'ai peut-être pas la même chose que toi, mais... » De par ton parcours et de par le mien, ben, j'ai peut-être ce petit problème. Ou voilà. Et après, le fait de l'avoir, moi, ça me permet aussi d'aider les autres. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, de par mon nouveau métier aussi, j'ai pas dit je suis esthéticienne maintenant, je rencontre beaucoup de femmes qui viennent se lâcher chez l'esthéticienne, comme celles qui vont se lâcher chez le coiffeur. Et en fait, j'arrive à les consoler dans certaines peines, tu vois, j'arrive à les réconforter, j'arrive à les écouter, à les comprendre et voilà quoi. Donc le fait d'avoir ce syndrome, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. À développer une forme d'empathie. Voilà, j'avais déjà cette empathie, mais elle est plus. On va dire qu'elle est plus. Donc oui, après je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu aider les autres. Ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de moi et je suis comme ça. Voilà, on va dire que je suis comme ça. Est-ce que tout de suite, tu as pu en parler avec tes parents? J'ai un syndrome, ou est-ce que ça a été difficile? Alors, au départ, je n'en ai pas parlé parce que, comme je te dis, je ne voulais pas inquiéter. Je ne voulais pas inquiéter et je voulais vraiment être sûre de savoir ce que j'avais vraiment. D'autant plus que c'est un syndrome que je ne connaissais pas spécialement, donc je voulais aussi me renseigner avant d'en parler. Je ne voulais pas inquiéter mes parents, je ne voulais pas inquiéter ma maman. Elle avait déjà perdu son fils 6 ans avant, donc qu'elle ne pense pas que j'ai une maladie grave ou quelque chose, voilà. J'ai pris protection. Voilà, c'est mon côté protecteur aussi. Ouais. C'est aussi mon côté protecteur. J'ai pris du temps à en parler parce que déjà pour moi, il fallait que je l'accepte aussi. Il fallait que je l'accepte et
Et ouais, c'est ça, fallait que je l'accepte. On va dire ça, fallait que je l'accepte parce que j'avais pas envie que mes parents se sentent fautifs. Pourquoi? Parce que le fait de m'avoir, entre guillemets, lâché toute cette charge qui était le décès de mon frère, parce que j'ai beaucoup fait, hein, entre procès, marche blanche, travail de mémoire, parce que je voulais pas que mon frère tombe dans l'oubli. J'ai toujours tout fait pour parler de lui. Donc, moi, j'avais pas envie que mes parents se disent, bon, ben, on l'a pas fait, c'est elle qui l'a fait. Donc, tu vois, j'avais pas... J'ai pris du temps à leur en parler. J'ai pris du temps à leur en parler. C'était peut-être volontaire de ma part ou inconscient, je sais pas. Mais j'ai pris du temps pour en parler. Et je n'ai pas de problème à en parler maintenant. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec ça parce que le processus de guérison a été long. Je ne peux pas dire que je sois guérie. On ne guérit pas. On vit avec, tu vois. On ne guérit pas. Tout ce que j'ai fait, j'ai entamé personnellement pour pouvoir être là où je suis maintenant, j'en suis fière. Ça, je peux le dire, j'en suis fière. Et je n'ai pas eu de honte à aller voir un psychologue, à aller voir un psychiatre, à aller voir des thérapeutes, des sophrologues, des justement, quels sont les... Tu disais, 1 an de thérapie familiale, ça n'a pas suivi. À quel moment, toi, tu décides de poursuivre cet accompagnement qui t'apporte les outils, les ressources nécessaires à ta guérison, finalement? Alors, c'est quelque chose que j'ai entamé il y a très, très peu de temps. Il y a très peu de temps. Pour la simple et bonne raison que j'ai croisé quelqu'un qui ressemblait beaucoup à la personne qui a tué mon frère. D'accord. Donc, j'ai eu un choc. Je me suis retrouvée en voiture où j'ai eu un choc et je me suis dit, mais tu pensais avoir fait ton deuil, que j'ai fait, hein. Mais quelle réaction je vais avoir le jour où je vais devoir croiser cette personne? Et la réaction que j'ai eue à cet instant T, je me suis dit, mais tu n'es pas prête? Et il te manque encore quelque chose. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben non, il manque encore quelque chose. Parce que moi, je suis sincère avec soi-même aussi. Et, absolument. Ouais, au regard de son cheminement, de ce parcours, accepter aussi, non, là, je ne suis pas prête, il me faut de l'aide. Même si en amont, j'ai quand même... je suis une ancienne libraire, donc j'ai quand même... Je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup bouquiné sur le deuil, sur comment revivre... revivre, oui, on va dire, comment se reconstruire après un décès. Donc, moi, je pensais être prête et je me suis dit, non, mais au final, il te manque quelque chose. Donc, à ce moment-là... Tu as été vers cette démarche. J'ai fait la démarche de consulter un hypnothérapeute. Je lui ai raconté un petit peu mon parcours, tout ce que j'avais vécu. Et je lui ai dit, là, je ne suis pas prête pour... Il me manque une chose, une seule chose, c'est pouvoir croiser cette personne sans avoir ni des idées noires ou des idées de meurtre, hein, carrément, puisque c'est... Voilà. Je lui ai dit, c'est ça qui me manque, en fait. Donc, on a commencé, on a fait des séances. J'ai eu des séances d'hypnothérapie. J'ai aussi fait des séances de sophro avant. Je me suis moi-même formée dans la réflexologie plantaire. Donc, ça me permet aussi d'évacuer, hein, de libérer des émotions, voilà. Voilà. Je fais aussi beaucoup de massages sur des autres personnes, mais en fait, j'apprends aussi des autres. Voilà. Donc, je sais que quand je masse quelqu'un, la personne lâche prise et moi, derrière, ben voilà, quoi, je devrais peut-être faire la même chose aussi. Donc, ça j'ai eu beaucoup d'ouverture. Par rapport au fait d'avoir croisé cette personne-là, qui n'était pas le meurtrier, heureusement, je me suis dit que j'ai pas fini. Ouais. J'ai pas fini. Le cheminement n'est pas complet. Il n'est pas complet et je pense pas qu'il sera complet. Honnêtement, je ne pense pas qu'il sera complet parce pour moi, il peut pas être complet. C'est toute une vie. C'est apprendre à vivre avec tout le temps. Le 20 janvier 2014 a eu lieu le procès. Oui. Très difficile. Très difficile, ben justement, de croiser cette personne pour la première fois. Très difficile d'assister pour la première fois à un procès aussi, puisqu'on va revenir sur les faits. On va entendre des témoignages. On va devoir nous-mêmes témoigner. Ça va être médiatisé, donc on va être reconnu dans la rue.
On va pas passer inaperçu. Les gens vont nous aborder. Et là, je me dis qu'à ce moment-là, c'est vrai que lors du procès, je me dis, ben, on va revivre, on va retourner un an avant. On revient sur le passé, en fait. On doit revivre ça. Et comment le revivre? Avec cette personne qui est en face de nous, avec les parents à côté. Il va quand même nous dire ce qu'il a fait parce que nous, on n'était pas là. Et on revient là-dessus. C'est quelque chose de très difficile. Quelles sont les émotions que l'on ressent à ce moment précis? On est face ou à côté du meurtrier, de son frère, finalement. On ressent quoi? Alors, personnellement, je n'ai rien ressenti du tout. Un vide? J'ai eu un vide. J'ai eu un vide parce qu'en fait, pour moi, comment te dire, je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que je fais là? C'est peut-être très paradoxal de le dire comme ça, mais qu'est-ce que je fais là? Je me retrouve dans un tribunal. On va parler de mon frère qui est décédé. Je suis là, mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'ai vécu quelque chose il y a 3 ans et je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce que je fais là? Je vais encore entendre cette personne parler de mon frère, d'autant plus qu'il en parlait comme s'il se connaissait. Donc ça aussi, je jubilais un petit peu. Ça m'énervait. Et moi, j'ai vraiment eu un vide. À un moment, le premier jour du procès, j'ai vraiment eu un vide. J'ai pas eu de haine. J'ai pas eu de... Il y a eu ni haine, ni pardon, ni rien du tout. Moi, j'étais juste là. J'écoutais, j'assistais. Et voilà, c'est... Bon, après, peut-être aussi, on se prépare à un procès. Ça se prépare? Ça se prépare. Ça se prépare psychologiquement, forcément. On est accompagné. On est accompagné, Okay. Ça se prépare malheureusement médicalement, puisqu'il ne faut pas qu'on... Enfin, on essaie d'inhiber nos émotions. Ah. Ça, c'est... Bon, alors, je ne veux pas dire que c'est quelque chose... Ou c'est comment... Ouais. Dans notre cas, c'était conseillé. En tout cas, dans le mien, c'était conseillé parce que je n'arrivais pas. C'est pour ça que je dis que je ressentais un vide. Ouais, enfin, j'étais là, mais sans être là. Ouais, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, avec les dépressions que j'ai eues les 3 ans avant, hein, je ne pouvais pas arriver sans être aidée chimiquement, médicalement. Voilà. On était tous un peu comme ça, malheureusement. Tous comme ça, donc oui. la famille. Ma mère, non, ma mère et moi. Peut-être une tante ou deux, je ne sais plus. Mais il fallait pas qu'on... Moi, j'avais pas envie d'exploser, déjà. Ouais. J'avais pas envie d'exploser parce que pour moi, je l'avais déjà fait une première fois et je voulais pas le refaire. Le jour de l'enterrement, quand ils ont fermé le cercueil, je suis devenue aphone. J'ai crié et c'était fini. Après, on m'a plus entendue. J'avais pas envie de revivre ce moment-là qui était déjà assez difficile pour moi 3 ans précédemment. Donc... moi, personnellement, j'ai demandé une aide chimique. J'ai demandé une aide médicale. J'ai demandé à mon médecin de me prescrire quelque chose. On a 3 jours de procès et pendant les 3 jours, je ne veux pas ni avoir à pleurer, ni avoir à tomber dans les pommes, ni avoir envie de sauter sur cette personne. Je veux pas... Je préfère être neutre. Ouais. Que, voilà. Après, est-ce que c'est une question de pudeur? Parce que je n'avais pas spécialement envie qu'on voit mon émotion dans ce moment-là. Et pourtant, l'émotion a été vue parce que malheureusement, j'ai dû parler. Hein. J'ai dû aussi témoigner. Et je sais que mon témoignage avait beaucoup ému puisque j'ai eu des retours sur les réseaux et puis, bon, des messages et tout. Et des gens qui étaient présents. Je sais que mon témoignage avait beaucoup ému. Mais voilà, pour moi, c'était revivre l'enterrement. Une seconde fois. Ouais, une seconde fois. Le meurtrier a demandé pardon? D'après ce qu'on a lu. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Son pardon, alors, je sais qu'on dit qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. Est-ce que son pardon, justement, est-ce que son pardon a été entendu? Non. Me concernant, non. Il n'a pas été entendu du tout. Et je pense que je pourrais jamais, je pourrais jamais le pardonner. D'accord. Je pourrais jamais pardonner cette personne. Je pourrais jamais accepter son pardon. Parce que mon frère a pris perpétuité et pas lui. Lui, il a eu 16 ans. Mon frère, il ne revient pas. Donc, je ne peux pas pardonner ça.
C'était mon seul frère, on avait une complicité. Je peux pas, c'est impossible. Même si ça fait partie du deuil, ça fait partie du processus du deuil, parce qu'on dit qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. On dit qu'on pardonne pour soi, pour se libérer de cette émotion, de ce sentiment, parfois qui peut être destructeur. Je peux pas pardonner. Je peux pas. J'arrive pas. Même si là, maintenant, il me demande, je peux pas. Pour moi, c'est impossible. J'ai quand même perdu mon seul frère, avec qui j'avais 3 ans d'écart. Et comme tu dis, pour 2 euros. Pour 2 euros. Tu l'as dit souvent, ça. Oui, bien sûr. Et je le répète tout le temps, pour 2 euros, c'est quoi? Et d'autant plus que s'il a pu aller voler un couteau, il aurait pu aller voler une bière. Enfin, voilà. Donc, oui, non, mais c'est aberrant. Donc, on n'a pas le droit de vie de mort sur quelqu'un pour 2 euros, déjà. De toute façon, on n'a pas de vie ou de mort en général. Voilà, donc, pour 2 euros, c'est pire, hein, quel que soit le contexte. Mais non, Le pardon, non. Pour moi, c'est impossible. Et pourtant, j'essaie de me dire, mais si tu arrives à pardonner, peut-être que certaines choses vont s'apaiser chez toi. Peut-être le corps aussi. Peut-être le corps, l'esprit. Mais il y a un travail différent que je fais. Moi, je suis très dans la spiritualité. Maintenant, je crois beaucoup en Dieu. Je prie beaucoup. Je fais beaucoup de relaxation, de sophrologie. Enfin, je fais beaucoup de ce type de choses. Et c'est ce qui me permet d'avancer, tout simplement. Tes parents ont-ils pardonné? Est-ce que vous en parlez, ça, ouvertement? On en parle ouvertement maintenant. Au début, c'était difficile, notamment pour mon père, puisque mon père avait même du mal à prononcer le prénom de mon frère. C'était son seul garçon. Entre femmes, on en a parlé avec ma mère, mes sœurs, sans problème. Mais on a pris du temps. On a pris du temps pour parler de lui, en son absence. On a pris beaucoup de temps. Là, on en parle plus aisément parce que, bon, ben... Justement, aujourd'hui, vous en êtes de cette reconstruction? On est encore plus soudés. Moi, c'est la seule chose que j'arrive à retenir dans notre famille, c'est qu'on est encore plus soudés. Et qu'on fait tout pour... on se soutient tous les jours. On se parle tous les jours. On se dit « je t'aime » régulièrement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Puisqu'on attend la dernière minute où on se dit « bon, mais j'aurais dû ». La perte de notre chair met en relief finalement tout ça. Oui, ça met en... Voilà. Et puis, on vit avec l'absence physique. Mais sinon, mon frère, il est partout dans la maison. Justement, il est toujours là. Comment est-ce que c'est déjà important pour vous de nourrir sa mémoire, de nourrir son souvenir? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent derrière, mais tu sais, Freddy, on ne l'a pas oublié. Hein? Et moi, j'ai beaucoup de retours comme ça, d'autant plus qu'on se ressemblait beaucoup, mon frère et moi. Donc, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent ah, mais t'es la sœur de Freddy. Bon, il avait son petit surnom Maya. T'es la sœur de Maya Bipo, mais tu sais, on pense à lui. Et je dis, tu sais, j'en parle tout le temps. Donc, ça, c'est important pour toi? C'est important pour moi d'en parler. La mémoire de ton frère. C'est très important. Reste. Et c'est important pour moi d'en parler. Et il est aussi important pour moi que les autres en parlent. Parce que je me dis que c'était pas une mauvaise personne. Donc, et je pense que de là où il doit être fier de sa grande sœur quand même. En tout cas, j'espère qu'il est. Mais il doit être fier de sa grande sœur parce que je pense que ça aurait été le cas inverse. Il aurait été assis là ce soir. Ça, j'en suis sûre. Et des fois, je me dis que c'est lui qui me donne la force justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Et c'est lui qui me donne cette force, me dire, mais tu sais, je ne suis pas là, mais je suis toujours là. Donc, et tu me disais que parfois, moi, je l'ai là. Tu as gravé son nom sur ton poignet. Et parfois, tu sens aussi sa présence. Oui, je sens sa présence. Qui est rassurante ou effrayante? Rassurante, j'en suis sûre. Très rassurante. Alors, j'ai eu quand même une présence effrayante une fois. Mais bon, sinon, après, voilà. Non, mais sa présence m'est rassurante parce qu'en fait, même de son vivant, il était toujours là. Si j'avais besoin de quelque chose, il était là. Il était présent. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant qu'il n'est plus là, qu'il ne sera pas présent. Donc, voilà. Après, bon, certaines personnes croient ou pas. Mais moi, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là.
J'ai ce pressentiment. Alors, est-ce que c'est notre côté soudé de la famille? Mais je sais qu'il est là. Et je sais qu'il sera toujours là. Qu'on le veuille ou non, il sera toujours présent pour ses sœurs. Même si je suis la grande, mais des fois, j'étais considérée comme la petite. Il sera toujours présent pour ses parents. Il sera toujours présent pour sa maman. Parce qu'à savoir que le jour où il est décédé, il a pris son petit café avec maman. Comme tous les matins, il prenait son petit café avec maman. Et à ce soir, maman, parce qu'il vivait encore chez mes parents. Et il a toujours... Même des fois, tu sais, on a des odeurs, on sent l'odeur de son parfum, on a des flashs. Moi, je sais qu'il est toujours là. Après, c'est chacun sa croyance. Tout à fait. Mais je sais qu'il sera toujours là. Il est peut-être pas là tous les jours, mais il est là. Il est là, c'est le plus important. Aujourd'hui, Flora, tu profites de cette antenne. Hein. Je vais faire un petit tour sur le Facebook parce qu'on a des messages pour toi. Mais puis après, j'aimerais que tu profites de cette antenne aussi parce que, comme je dis souvent, cette émission, c'est avant tout libérer la parole, mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. C'est aussi donner de l'espoir aussi à certaines personnes qui vivent des situations similaires. Et sur le Facebook, je vois le mot courage qui revient souvent. Hein. Je vais te lire déjà. Marie-Lou qui nous dit courage, vous avez une forte force de caractère, hein, ça se ressent. Une autre personne qui te demande tes coordonnées, si tu veux bien. Hein, j'aimerais avoir les coordonnées de cette femme si elle veut bien. Merci beaucoup, beaucoup de courage à elle. JF Jabas qui nous dit cette femme a besoin de soutien moral, elle est courageuse, je la comprends, c'est dur de pardonner ce genre de choses. Avec le temps, peut-être qu'elle pardonnera, mais tu as dit jamais. Michael Mich qui nous dit grave, c'est vrai qu'il était trop bien ce gars. Je sais c'est qui, Michael Mich. Oui. Qui nous dit oui, je l'ai connu. Missy Coco qui nous dit elle a un bon état d'esprit quand elle dit que son frère n'est pas là physiquement, mais qu'il est là. On continue. Il a juste quitté son enveloppe physique. Très beau témoignage, assez émouvant. Et Michael qui nous dit c'est Mosso Flora. Oui, c'est Mosso Flora. Mosso Flora. Quel message as-tu envie aujourd'hui de véhiculer à d'autres personnes, d'autres familles aussi, qui vivent ce deuil, cette reconstruction, cette réorganisation familiale qui n'est pas évidente, disons-le clairement? Alors qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que assez souvent, on se dit qu'aller voir un professionnel de santé, psychologue, psychiatre... surtout ici, voilà, hein, c'est pas dans notre culture. C'est la mentalité. C'est la mentalité. En nous, etc. Hein, ouais, c'est la mentalité. Ouais. Donc, on peut toujours se rapprocher vers des associations. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, mais fais une association pour ton frère, machin. Je te vois bien dans ça. Non, moi, je ne voulais pas le faire. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je voulais pas le faire. Mais en fait, moi, le message que j'ai à faire passer, c'est qu'en fait, assez souvent, on se dit qu'on n'a pas besoin d'aide et qu'on va pouvoir y arriver. Et en fait, on ne peut pas y arriver seul. Ça, c'est impossible. Et malheureusement, dans certaines familles aussi, on a tendance à se désolidariser. C'est-à-dire que on se déchire un peu. Ah oui, mais toi, tu comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Toi, tu fais ça comme ça. Mais toi, la douleur est tellement présente que voilà, on oublie qu'on est encore une famille. Et ça, c'est très important. Et puis, continuer à inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Ça, c'est pour moi aussi. Parce qu'en fait, si je n'avais pas eu de soutien familial et extérieur, si je n'avais pas eu l'éducation que j'ai, j'aurais pu finir complètement folle ou je ne sais pas. Tu vois, j'aurais pu perdre la tête, ça aurait pu mal se finir. Aussi par la haine. Bien sûr, par la haine, par la culpabilité aussi. J'aurais pu culpabiliser, me dire, mais pourquoi mon frère à l'époque, sa voiture était en panne, pourquoi je lui ai pas prêté ma voiture? Bon, il me l'a pas demandé à ce moment-là. Mais tu vois, il y a voilà, beaucoup de remises en question. Et en même temps, la remise en question elle est importante dans le sens où rien n'est acquis dans la vie. On ne sait pas de quoi demain il fait et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut vivre demain. Moi, j'ai vécu un drame familial des plus difficiles. Hein. Perdre sa vie à 25 ans, c'est quelque chose de quand même assez difficile. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai lâché. Et moi, je pense que je ne lâcherai pas de toutes les façons. Hein. Mais c'est vraiment garder cette solidarité, garder déjà les bons souvenirs. Ça aussi, ça aide.
Ça aide pour nourrir les bons souvenirs. Nourrir les bons souvenirs. Et puis les gens qui sont autour aussi, c'est important parce qu'on a tendance à se dire oui, mais bon, ça fait 11 ans. Ouais, c'est ça voilà. aussi. Et ça, c'est dommage. Quelle attitude on aimerait avoir des proches ou... Alors, parce que parfois ils se disent, mais voilà, est-ce que revenir, comment revenir, est-ce que parler tout le temps de ça, alors, comment tu te sens. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu trop dans l'empathie, hein, qui, oh là là, ma pauvre et tout. Mais non, mais c'est vrai, il y a des gens qui, limite, ça me saoule. Mais bon, ça, c'est pas méchant, hein. Mais en même temps, on a quand même besoin. Moi, je suis toujours contente, même après 11 ans, de croiser les amis de mon frère. On n'est pas amis, on n'a pas le même âge, mais je suis toujours contente de les croiser. Ils me disent, alors, mais et ta maman, et ton papa, et comment ça se passe? Bon, mais comment vous vivez les choses? Ouais. Et il y a d'autres personnes qui passent la tête baissée parce qu'ils ont peur de venir vers moi. Alors que c'est peut-être Yukacho qui est en bobo. Ni bobo et bobo. Non, mais c'est vrai, je comprends après l'attitude des gens. Mais des fois, ça peut faire... Ça aide. Et on se dit au final... On ne l'a pas oublié et il y a des gens qui pensent à nous. Donc, c'est surtout ça, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on... Toutes les personnes qui, malheureusement, ont vécu la même chose que nous, hein, meurtre, assassinat, accident, enfin, décès, perte tragique, toutes les personnes qui sont autour d'elles, il ne faut pas lâcher. Moi, on ne m'a pas lâché. On n'a pas lâché. Il y a des gens qui ont lâché, mais la plupart des gens n'ont pas lâché. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de... Pas de tabou. Non, alors le tabou ne sert à rien pour la simple et bonne raison qu'on rumine. Et des fois, on a besoin d'extérioriser. Et ça, on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, bon, j'ai peut-être pas envie d'embêter l'autre, ou bien l'autre se dit, j'ai pas envie de l'embêter. Mais il faut... pas de tabou et ne pas avoir peur d'en parler. Après, bon, moi, c'est vrai que j'en parle avec un certain recul, avec une certaine facilité. Il y a beaucoup de personnes, je vois sur le Facebook, il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent à continuer. Mais c'est naturel, je ne le fais pas. C'est ta façon aussi. Voilà. C'est ta façon aussi. Hein. Mais c'est aussi ma façon d'aider les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le même... il y a des gens qui sont dans le même... qui ont vécu la même chose et qui n'osent pas. Mais moi, le fait d'en parler ou de leur en parler, au contraire, ça soulage, ça contribue aide. à libérer Absolument. la parole. Et c'est très important. Florès, on peut... Je te dis merci déjà d'avoir accepté de parler d'un sujet, comme on l'a dit aussi sensible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi et puis à ta famille? En tout cas, si tes sœurs, si ta maman, ton papa, elles regardent, beaucoup de courage, beaucoup de force, etc. Beaucoup d'amour aussi. Surtout de l'amour. Ouais, alors, j'allais dire surtout de l'amour et puis la compréhension des autres personnes. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi moi j'en reparle après 11 ans. Parce que j'ai besoin d'en parler, hein, d'une. Parce que la parole libère. Et ce que j'aurais aimé qu'on nous souhaite à nous, c'est qu'on reste toujours une famille aussi unie, aussi soudée. Voilà. C'est ça. C'est ce que je... De toute façon, il n'y a rien qui pourra désolidariser ça. Ah. Voilà, j'espère qu'on n'aura plus de décès. Ça, c'est... Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est de l'amour, qu'on soit toujours aussi soudés, toujours aussi unis. Même si on a perdu un être cher, moi je ne garde pas ma joie de vivre, même si malheureusement par moments où j'ai envie de me lever et danser, je ne peux pas parce que j'ai mes douleurs, mais voilà, et puis que les gens voient en nous une bonne famille. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé qu'on nous souhaite. Ben voilà, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Brigitte Pascal qui nous dit magnifique témoignage. Effectivement, merci encore, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir invité déjà. Voilà, et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci aux réactions également sur le Facebook. Voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Notre rendez-vous hebdomadaire le mardi. Le clin d'œil event, c'est vendredi avec un autre épisode Secret de Femme, une autre histoire à découvrir. Je vous souhaite un agréable week-end et en l'eau, tous ces gens-là qui vivent des situations mais qui pas évident, qui pas facile à vivre. Beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de courage. À bientôt.